Bonsoir à tous, merci beaucoup, merci d'être aussi nombreux à ce Doers to Doers sur le focus. J'ai une toute première question que je vous ai déjà posée en salle, mais je vous invite à y répondre dès maintenant en ligne. C'est qui êtes-vous et pourquoi est-ce que vous êtes venu aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le sujet de refuser ses clients vous a parlé, qui a une tournure qui est un petit peu compliquée. Dites-moi aussi si si c'est votre premier Doers to Doers. Il y en a dans la salle, d'après ce que j'ai compris, pour qui c'est la première fois. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Doers, j'ai réussi à attraper un entrepreneur expérimenté qui va venir parler d'un sujet qui lui tient à cœur et un expert qui va venir apporter une couche théorique au vécu de l'entrepreneur. Et bien sûr, c'est vos questions, c'est de votre expérience dont on va parler ce soir. L'idée, c'est que vous ne partiez pas de cette salle, que vous ne partiez pas de ce live sans avoir eu les réponses à vos questions. Et on va parler aujourd'hui de vos sujets. Et donc Thomas, ici, tu es l'entrepreneur de ce soir. Wow. C'est l'entrepreneur de ce soir. Tu es le cofondateur de Shaper. Mais tu es aussi cofondateur d'Emile, que tu as réussi à vendre. Bravo, on peut l'applaudir, à Le Wagon. Merci. Il y a quelques mois. Et donc aujourd'hui, tu vas venir parler de ton expérience en tant qu'entrepreneur. Mais tu as aussi une casquette d'expert parce que tu interviens, en fait, tu coaches des entrepreneurs qui sont peut-être un petit peu plus jeunes que toi, qui n'ont pas beaucoup... Pas forcément, non. Oui, c'est ça. Ah, pas toujours. Non, pardon. Et en fait, moi, quand je suis venue te voir et que je t'ai dit, Thomas, quelle est la chose que tu te retrouves le plus souvent à dire aux entrepreneurs, tu as répondu le focus. C'est quoi le focus? C'est quoi le focus? C'est quoi le focus? C'est le fait de se concentrer sur quelque chose? Non. Non, bah, Super. bonsoir Question suivante. bonsoir à tous. Moi, effectivement, ça fait 5 ans que je suis expert à l'incubateur. Et vraiment, c'est le truc que je dois dire aux gens le plus souvent, c'est que je dois réexpliquer aux gens qu'une start-up, par définition, c'est quelque chose qui manque de ressources, à savoir de temps et d'argent. Voilà. Pourtant, je discute avec des gens qui me disent qu'ils sont en train de lever des fonds, chercher un client A, B, C, de restructurer la boîte, de refaire toute la tech et tout. En fait, je lui dis, mais en fait, à tout faire, tu vas tout rater. Voilà, donc je commence en fait un peu par là. Et spécifiquement sur les problématiques de marketing et de sales, on se rend compte souvent que les gens, ils font feu de tout bois parce que quand on est entrepreneur, on a peur que ça n'avance pas, que on rate une opportunité. Et en fait, pour moi, c'est un écueil assez fort, puisqu'en fait, à vouloir tout faire, on ne peut pas tout bien faire, tout simplement. Ok, super, merci beaucoup. Je vais revenir là-dessus. Et vous aussi, je vous attends. N'hésitez pas. Si ce qu'il vient de dire vient de vous faire tiquer, faites-moi un signe et je vous donnerai la parole. En ligne également, écrivez-moi. Je vous ai juste ici. Mathias, tu es l'expert de cette session. Mais tu as aussi un passé entrepreneur. Donc, tu as déjà monté 3 sociétés. Et tu as aussi ta propre structure de conseil là actuellement. Et tu as coaché déjà 1000 entrepreneurs, dont les fameux Lemlist, more or less. C'est ça, c'est ce que j'ai lu sur ce que tu m'as dit. Hein. Sur Lemlist, Drop Contact, My Job Glasses, Spacefield, OneFlash, pour ne citer que quelques noms qui sortent de l'incubateur, mais tu fais pas t'as pas coaché des personnes qu'à l'incubateur, tu coaches aussi des personnes à HEC, mais aussi en dehors d'HEC. Et malgré en fait la taille énorme de l'échantillon, lorsque je vous ai posé la question de ce problème du focus, dans combien d'entreprises est-ce que vous la percevez, vous avez répondu 95, et puis après vous dites chez les primo-entrepreneurs, donc ceux qui entreprennent vraiment pour la première fois, c'est 100%. Et pourquoi? Ok. Bonjour, effectivement, donc juste pour replacer un peu effectivement le contexte, moi ça fait avant Station F que je suis à l'incubateur, donc on est rentré à Station F, donc c'est un peu plus de 6 ans, mais à peu près au même moment. J'interviens sur les parties qui sont liées plutôt à l'entrepreneuriat au sein de HEC, donc au sein de la direction académique du programme Startup Launchpad, qui est un programme polytechnique HEC, donc qui permet aux étudiants de dernière année de monter leur boîte. Je m'occupe également effectivement de la partie pédagogique de l'incubateur HEC. Donc là, on voit passer effectivement énormément de boîtes et d'autres programmes, ce qui fait que chaque année, je vois à peu près entre 200 et 300 boîtes depuis 5-6 ans, 6 ans même. Voilà. Et effectivement, la population va du primo, du démarrant, c'est-à-dire que des gens qui vont monter à partir d'une idée un premier projet, jusqu'à des gens qui vont passer à l'échelle et qui vont même jusqu'à la revente de leur boîte, donc qui peuvent aller générer jusqu'à 50 millions de chiffre d'affaires. Donc ça fait un panel assez grand. Et ce qu'on remarque
chez tout le monde, en fait, chez tout le monde en vrai. Hein. C'est ce problème de focus. Et ce focus, je dirais que l'enjeu, c'est d'arriver pour les entrepreneurs. En plus, plus ils sont tôt, il faut le faire rapidement. C'est systématiser finalement la création de valeur. Et en fait, tout l'enjeu, c'est ça. C'est systématiser la création de valeur. La différence, c'est que quand on est une start-up qui démarre, on a, comme disait Thomas, moins de temps, moins de ressources. Quand on est une scale-up ou quand on a une boîte qui fait déjà 10 millions de chiffre d'affaires, on a un peu plus de temps, néanmoins, on va avoir un problème plutôt de process et de RH qui vont entrer en compte. Et donc, super, merci beaucoup. Donc là, de ce que j'entends, de ce que vous me dites, il y a beaucoup, en fait, une contrainte de ressources. Et quand on était en train justement de préparer cette conférence, vous me disiez, en fait, quand on débute dans l'entrepreneuriat, et qu'on fait tout, on va se confronter à deux murs, le cash et le temps. Et moi, du coup, j'ai envie de vous dire, super, c'est bien, ça fait peur. Toi, Thomas, est-ce que tu as été dans cette situation déjà, d'après ce que je comprends, c'est quelque chose qui t'est arrivé. Et quel a été vraiment le curseur qui t'a aidé à définir tes priorités? Alors, pour vous parler très rapidement de mon histoire personnelle, donc depuis la sortie de l'école, j'ai créé 2 boîtes. Ça fait 8 ans que je suis entrepreneur. La première s'appelle Shaper. On a eu un modèle de développement à l'américaine, à la LinkedIn en gros. Donc on a levé à peu près 20 millions d'euros. On a cramé beaucoup de cash pour faire de l'acquisition. Donc on a énormément d'utilisateurs. C'est un service de networking. Donc en fait, l'idée c'est que plus vous atteignez une masse critique à un endroit, plus vous êtes capable de générer des relations entre les gens, parce qu'en fait, on permettait à des gens de se mettre en relation. Et donc, on était un peu dans le culte de il faut aller très vite et très gros. Comme ça, en fait, une fois qu'il y aura beaucoup de monde, vous aurez des effets vertueux qui vont arriver, et donc vous aurez des indicateurs de votre entreprise qui vont s'améliorer, dont on parlera certainement après. Mais la rétention, la monétisation, tout ce qui peut permettre de montrer que la boîte est sur la bonne voie. Et en fait, le problème, c'est que quand on lève de l'argent, c'est comme de la drogue, donc il faut lever de l'argent pour lever de l'argent pour lever de l'argent, surtout quand vous n'êtes pas rentable comme Shaper. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est retrouvé dans un mur très clair. C'était que, en fait, cet effet vertueux de l'effet de réseau, il n'est pas arrivé. Voilà. Et donc là, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent en fait dans la boîte. Donc pour répondre à ta question très concrètement, moi, je l'ai appris en me mettant la tête dans le mur, finalement. Et en fait, quand on se met la tête dans le mur, en fait, on rétropédale et on regarde ce qui s'est passé avant et on se dit, ok, alors en fait, à quel moment ça a un peu merdé? En fait, souvent, on se rend compte que c'est parce qu'on n'a pas priorisé le bon choix, qui soit technique. Nous, on était dans une problématique où c'était une app de networking, mais les gens l'utilisaient pour trouver des clients, pour recruter, pour faire du networking, pour lever des fonds. Donc en fait, on avait 50 milliards de use cases différents. Et en fait, on adressait tous les use cases mal, en fait, parce qu'on s'est rendu compte un peu trop tard. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'il fallait prioriser. Et en gros, quand on a dû faire un bridge et qu'on en a fait un petit pivot de la boîte, là, on a totalement changé d'approche. Voilà. Et en fait, on s'est dit, ce qui marche le mieux dans l'app, c'est le recrutement. Ce qui est le plus susceptible d'être monétisable, c'est le recrutement par rapport à des données de marché, puisqu'il y a des boîtes qui payent 20% du salaire brut d'un salaire pour recruter. Donc, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Est-ce que nous, on est capable de faire quelque chose qui est différenciant et qui va nous permettre de gagner de l'argent. Et on a lancé un premier service B2B qui s'appelle Shaper Talent, en fait, qui a littéralement pris la verticale de recrutement de l'app, qui du coup, on a développé des fonctionnalités qui permettaient de vraiment répondre aux use case, plutôt que de répondre à tout mal. Là, on répondait bien aux use case. Et en fait, c'est ça qui a permis à la boîte après de repartir. Finalement. Ok, hyper intéressant, merci. Et donc, dans ce que tu viens de dire, il y a 2 choses qui sont très intéressantes. Déjà, tu as parlé d'une batterie d'indicateurs en fait, qui peuvent t'aider à définir si tu es dans la bonne voie ou pas. Tu as dit que parfois on a tendance à être un petit peu gourmand et à vouloir gonfler ces indicateurs, mais peut-être parfois on ne regarde pas forcément les bons indicateurs. Parce que par exemple, je sais qu'on parlait du churn là dans le public. Donc on a une personne en salle qui nous a dit que le problème et la raison pour laquelle elle commençait à se poser la question de choisir ses clients, c'est que en fait, quand on adresse un petit peu mal toutes les verticales, on va avoir d'autres indicateurs qui vont mettre un petit peu du plomb dans l'aile dans ce qu'on est en train de faire. Toi, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez commencé à regarder ou c'est plus en fait, qu'est-ce qui vous a vraiment donné le signal d'alarme? Nous, on regardait beaucoup d'indicateurs. Voilà, déjà, il y a plein d'écueils aussi quand on regarde des indicateurs. C'est déjà de ne pas prendre les bons. Ça, c'est un premier point. D'en regarder trop aussi. Parce qu'en fait, quand on regarde plein d'indicateurs, il y a aussi plein d'écueils qui vont arriver. Le premier, c'est que en fait, vous allez toujours trouver un indicateur qui marche bien dans le lot. Et en fait, vous allez toujours vous accrocher sur le côté, le biais de confirmation qui va dire « Ah regarde, cet indicateur-là, il marche mieux. Donc en fait, il faut continuer dans cette voie-là. » Sauf qu'en fait, on occulte totalement ce qui va mal à côté. Et donc nous, paradoxalement, on regardait beaucoup d'indicateurs.
Voilà. Mais on ne regardait pas les bons. Et ceux qu'on ne regardait pas, on se disait vraiment, de toute façon, quand on sera à cette étape-là, ça sera bon. Donc en fait, cette étape-là, elle n'arrive jamais, finalement. Et après, c'est la porte ouverte à plein d'erreurs et d'erreurs et d'erreurs et d'erreurs. Et après, c'est un peu dur de se redresser. Ok, ça te parle, ce qui est en train d'être dit, Mathias, sur les indicateurs? Pas du tout, il dit n'importe quoi. C'est vrai que je ne connais pas, je ne cautionne pas ce qu'il dit. Ouais, je pense qu'il faut reprendre en fait un peu plus de recul. C'est-à-dire que la première question à se poser quand on est un entrepreneur, et c'est généralement la plus dure, c'est se dire quelle est ma stratégie de croissance? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que est-ce que vous êtes en train de monter une boîte, une start-up qui va lever des fonds et donc qui va devoir chercher de l'hypercroissance, ou en tout cas une croissance répétée assez beaucoup plus significative que si on montait un truc à l'équilibre, d'accord? Donc ça c'est la première question. Ou est-ce que je suis en train de monter une boîte qui peut être une boîte, ce que j'appellerais un business familial, qui va être pérenne dans le temps, qui peut même être profitable dès la première année. Donc déjà, ça c'est la première question, parce qu'en fait, la réponse à cette question va donner des trajectoires qui sont totalement différentes, que ce soit en termes d'indicateurs ou que ce soit même en termes de choix stratégiques. Si je cherche à faire une boîte profitable, familiale, je vais l'appeler comme ça, ce qui va m'intéresser tout de suite, c'est de consolider déjà des premiers clients et d'arriver à construire quelque chose qui me rapporte suffisamment de marge pour pouvoir réinjecter cette profitabilité dans la croissance de ma boîte. Moi, c'est le type de boîte que j'ai monté. Je n'ai pas monté, quand Oriane dit j'ai monté 3 boîtes, j'ai monté 3 boîtes qui n'étaient pas des startups. J'ai monté une boîte de prod, une boîte de tech, une agence web et une boîte dans l'art. Donc rien à voir. Mais l'enjeu pour nous, c'était de générer un maximum de bénéfices pour pouvoir le réinjecter dans notre développement, acheter du matériel, louer des bureaux, etc., etc. Quand on est dans un choix stratégique de croissance, on sait que petit à petit, notre gouvernance va être diluée puisqu'on va lever des fonds. N'oubliez pas, si vous levez des fonds, finalement, c'est que en fait, vous allez petit à petit diluer votre gouvernance. Dans ce cadre-là, en fait, on fait rentrer d'autres personnes à l'intérieur de notre société. Et donc, les attentes de ces personnes-là, c'est faire des multiples de leur investissement. D'accord? Donc, si j'investis dans votre boîte, j'espère bien que dans les 5 à 7 ans, je vais faire un x10, je vais faire un x5, peu importe le montant. Et c'est là où rentrent en compte ces indicateurs de performance dont parlait Thomas, et notamment, ce que vous avez sûrement toujours entendu, à minima, peu importe votre modèle économique, le taux de croissance du chiffre d'affaires, le volume de chiffre d'affaires, la marge brute, d'accord, qui vont être les premiers indicateurs qu'on va regarder. D'accord ? À partir de là, on rentre maintenant dans le focus. Si je décide d'être une start-up qui va avoir un modèle de stratégie de développement lié à l'hypercroissance ou en tout cas à la croissance et qui va accepter d'avoir des fonds externes qui vont venir prendre des parts de mon capital, dans ce cas-là, je dois me focaliser sur une capacité qui est très très simple. C'est la combinaison d'un segment de niche pour démarrer qui va me permettre de rapidement générer cet objectif de chiffre d'affaires sur une verticale bien précise pour atteindre le point milestone numéro 2, qui me permettra de relever des fonds. Et en fait, tout l'enjeu du focus, il est là. C'est la combinaison d'un cycle de vente, d'une verticale de besoin marché, qui va vous donner finalement cette impulsion et cette trajectoire. Et en fait, tout l'enjeu, il est là. Si vous souhaitez lever des fonds, vous devez trouver une niche de clients qui est extrêmement en recherche d'une nouvelle solution actuelle. D'accord ? Ils ont déjà une solution, ils payent déjà pour une solution, ils cherchent une solution alternative parce qu'ils sont insatisfaits de la solution actuelle au regard de leurs critères de qualité. Et ils vont chercher tout de suite une nouvelle solution, et vous allez complètement modeler votre offre sur une feature, sur une proposition de valeur, sur un pricing qui va correspondre à l'attente de cette niche de clients pour générer rapidement un volume d'affaires et passer à l'étape 2, et derrière, étendre votre offre. Ok, hyper cool. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur ce qui vient d'être dit? Sinon, je peux... Oui? Non? Pardon. Ouais. Oui, donc il y a 2 trajectoires. Est-ce que, en fait, comment, lorsqu'on débute, on choisit l'une de ces trajectoires? Je peux peut-être te répondre, parce que moi j'ai fait les deux. J'ai choisi la trajectoire extrême de la levée de fonds et tout ce qui s'ensuit. Et Émile, donc c'est un organisme de formation où dès le premier jour, on était très rentable. Voilà. On n'a pas d'investisseurs extérieurs. Et c'est celle-là qu'on a vendue, finalement, celle qui a le mieux marché. Finalement. Enfin, quand on regarde tous les critères que vous voulez, c'est l'enrichissement personnel, l'enrichissement monétaire, ce que vous voulez. Donc, pour moi, c'est d'abord un choix de vie, en fait, d'entrepreneuriat. Voilà. Parce que c'est pas du tout la même chose. Quand on lève des fonds, comme l'a dit Mathias, en fait, au bout d'un moment, le jeu, c'est pas de prendre forcément la décision qui est optimale pour l'entreprise, c'est de prendre la décision qui va permettre de faire le tour d'après. Voilà. En fait, c'est très souvent assez différent. Un exemple très concret, le recrutement.
Quand on est dans l'hyper-croissance, on recrute n'importe comment, en fait. Parce que, non mais, en fait, c'est pas parce que les entrepreneurs sont plus bêtes que les autres, c'est parce que si vous êtes en B2B, vous voulez faire plus X en chiffre d'affaires, vous avez besoin de Y sales, en fait. Et plus tard vous les aurez, plus tard ces sales ils vont générer de l'argent. Et donc en fait, on se retrouve à recruter n'importe comment. Et vraiment, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que les turnovers dans les boîtes en croissance, c'est très élevé. Parce qu'en fait, on fait énormément d'erreurs de casting parce qu'on doit aller très vite. Et ça, c'est totalement irrationnel. En fait, ça avait perdu du temps à tout le monde. Vos RH, ils sont en burn-out. C'est ignoble. Voilà. Moi, quand j'ai fini Shaper, j'ai dit à Paul, mon associé, qui était le head of data de Shaper, lui, c'était sa première boîte, je lui ai dit, sur celle-là, je veux absolument pas lever de fonds. Voilà. Mon premier... Non, mais voilà, c'était un choix de vie, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, je veux aller dans un truc qui va gagner de l'argent. Voilà. On va pouvoir être libre un peu de notre destin. Et après, c'est beaucoup plus lent. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu une croissance comme sur Shaper, évidemment. Mais on peut prendre les décisions qui nous semblent être les bonnes aussi pour l'entreprise. Voilà. Et pour compléter, donc, ce qui est intéressant dans ce que dit Thomas, c'est qu'effectivement, il y a un enjeu de quel rythme et quelle typologie finalement d'activité vous avez envie de mener au sein de l'entreprise, avec quel développement. Il y a aussi une deuxième question à se poser. Moi, je la pose toujours quand on parle de positionnement. Je dis, est-ce que vous êtes unique et donc vous exercez potentiellement ce qu'on appelle un pricing power, ou est-ce que vous êtes une commodité ? Dans la vie entrepreneuriale, économique, de l'activité économique, vous êtes soit unique, soit vous êtes une commodité. Et ce n'est pas grave d'être l'un ou l'autre. Mais sauf que ce choix, il doit être extrême dans la manière dont vous devez le vivre. Unique, c'est quoi ? C'est une robe Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier est un créateur, il fait une robe, ça peut valoir 200 000 balles. Bon, il est unique. Personne, c'est très difficile de répliquer. Et demain, il pourra garder son prix à 200 000 balles parce qu'en fait, il n'y en a pas un deuxième, Jean-Paul Gaultier. Okay, là, de la même manière, du conseil de très haut niveau, c'est l'unicité. Parce que il y a 10 personnes dans le monde dans un domaine qui sont les meilleures dans le monde. Ces gens-là sont uniques. Okay, ça, on est là-haut. De l'autre côté, on a la commodité. La commodité, c'est votre capacité, ce qu'on dit scale, mais en fait, derrière, c'est l'industrialisation de vos activités. L'industrialisation de vos activités, c'est d'absorber toujours davantage de volume en augmentant en corrélation votre marge. Donc, d'avoir la capacité, finalement, de construire quelque chose d'industriel, une mécanique, un procédé, ce qu'on va appeler un operating model, qui va permettre d'absorber davantage de volume. Et la plupart des boîtes qu'on rencontre, finalement, les startups, elles sont au milieu du gué. Et elles se disent, d'un côté, elles essayent de faire du custom. Hein, quand vous avez, par exemple, un grand compte qui vient vous voir et vous dites « Ah bah oui, il faut que je fasse une feature spéciale pour un groupe du CAC 40 ». Ben non, en fait, ça veut dire que là, tu es en train de remonter sur l'unicité. Et ben, elles sont toujours au milieu. Et les agences, par exemple, un modèle d'agence, un modèle de conseil ou un modèle d'école va être au milieu également. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'industrialiser parce qu'en fait, il est limité par le temps humain qu'il est en train de vendre. Et de l'autre côté, il n'est pas suffisamment unique pour pouvoir exercer un pricing power sur le marché. Donc c'est une question aussi à vous poser. Est-ce que vous voulez faire du sur-mesure, du haut de gamme, ou est-ce que vous voulez faire très bien du volume ? Pardon, je vais... Si je peux me permettre, peut-être... Alors, Sauf Émile, pardon. Non, mais maintenant que je suis dans le wagon, je vois aussi ce que c'est d'être dans une marque qui est très forte. Je pense que dans une école, pour reprendre cet exemple-là que je connais maintenant un petit peu, on peut être au milieu du gué. En fait, c'est avec le temps qu'on peut tendre vers l'unicité. C'est comme Jean-Paul Gaultier, la première fois qu'il a fait une robe, j'imagine qu'il était au milieu, voire il faisait une énième robe. Puis un jour, il y a un modèle qui l'a mis et tout le monde s'est émerveillé sur la robe. Donc voilà, au début, c'est sûr qu'on ne peut pas. Après, je pense qu'on peut tendre et donc créer des moats, donc vous créez des grosses barrières à l'entrée aussi sur un marché qui est relativement commode. Et donc, par exemple, c'est la marque. Voilà, le wagon, aujourd'hui, c'est le bootcamp le mieux noté au monde. Donc, forcément, quand quelqu'un vient chez nous, il y a déjà cet aspect-là qui peut rentrer en ligne de compte. Mais au début, effectivement, voilà, on est souvent au milieu et il faut savoir où est-ce qu'on va. Et est-ce que les startups qui ont une technologie deep tech vraiment très spécifique peuvent prétendre à ça, ou est-ce que, de manière générale, quand on débute, on sera toujours sur du commun et du coup, il vaut mieux commencer par le commun ? Le problème, c'est un terme toujours... il y a plein de terminologies, et même je reviendrai sur l'histoire, on est à Station F, mais Startup Nation, il y a beaucoup aussi de mirages qui sont donnés à l'ensemble des gens aujourd'hui sur un entrepreneur, il lève des fonds, et nanani, et nanana. Bon, à un moment donné, la réalité, c'est que 95% des innovations et des startups meurent, point. Ça, c'est la réalité. Sinon, si tout marchait, on ne serait pas là. Et notamment sur cet aspect deep tech aussi également, la réalité, c'est que vous devez vous demander une seule chose. La seule question que vous devez avoir en tête tout le temps, c'est est-ce que je vais vite vers du cash ? C'est tout. Est-ce que je suis en train de prendre un chemin alambiqué pour construire du revenu, ou est-ce que, en fait, j'ai pris le raccourci pour le faire ? Un entrepreneur, il doit aller vite
Et il doit aller rapide et sans changer sa manière de faire pour générer du cash. Et s'il ne trouve pas cette voie, c'est peut-être qu'il n'a pas correctement compris le besoin client. Et qu'il est peut-être ni sur le bon segment client, ou alors ni sur la bonne proposition de valeur. J'ai juste un petit point, justement dans le cas numéro 1, donc levée de fonds, hyper-croissance, c'est un peu ce que tu disais, il y a des comptes à rendre. Du coup, moi j'ai l'impression que dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, on va être forcé de faire un moment des mauvais choix parce on doit aller chercher de la croissance, on doit aller chercher des clients, donc c'est là qu'on va rester focus, qu'on va aller signer des clients qui sont clairement pas dans l'ICP. Donc en fait, ce schéma-là, j'ai l'impression qu'il amène quasiment tout le temps. Je pense que comme dans tout dans la vie, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Hein. Oui. C'est-à-dire que moi, je connais un entrepreneur, Clément, qui a créé Hugging Face. Voilà. Hugging Face, ça marche tellement bien. En fait, quand Sequoia, ils sont venus un peu pour lever des fonds, il a dit ouais, je sais pas. Voilà. Après, il leur a dit ok, mais vous pouvez pas être dans le board. Enfin, il y a aussi, en fait, tout est rapport de force aussi, hein, finalement. Donc les investisseurs, ils cherchent à faire des multiples, comme l'a dit Mathias. Donc eux, en fait, la profitabilité, c'est ça qui est paradoxal en fait aujourd'hui, c'est que en fait, c'est limite secondaire, voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a un marché secondaire du rachat de start-up qui était hyper développé. En fait, vous pouviez faire des multiples monstrueux parce que Apple, Google, Facebook allaient racheter votre boîte. Voilà. Donc ça, c'est un peu en train de changer. Enfin, c'est peut-être temporaire, mais c'est en train de changer. Donc, je suis pas sûr que lever des fonds veut dire forcément prendre des mauvaises décisions. Par contre, c'est clair que lever des fonds veut dire forcément faire de la croissance pour la suite. Voilà, ça c'est le truc qui est certain. Après, ça peut vouloir dire aussi prendre des bonnes décisions et arriver à quelque chose de très bien. Il y a beaucoup de boîtes qui ont levé des fonds, qui ont fait des super modèles. Hein, voilà. Donc tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Et comme on peut pas lever de fonds et prendre des décisions de merde, ça arrive aussi. Voilà. Moi, je ferai attention à cet écueil-là. Par contre, voilà, moi la levée de fonds, je trouve que je comprends pas les débats sur la levée de fonds. En fait, l'argent c'est un moyen. Voilà. Des fois, il faut de l'argent pour développer des business. Voilà. Quand vous lancez un vaccin, vous avez besoin de passer 3 ans à faire de la R&D. Il faut bien payer les chercheurs qui font de la R&D avant de commercialiser. Voilà. Donc il faut lever des fonds quelque part. Ou alors vous êtes Pfizer, vous avez déjà beaucoup de cash, mais c'est la même chose. Ou vous êtes profitable, mais vous voyez que votre marché est en train de se structurer et vous vous dites, ok, là, il faut que j'aille vite maintenant parce que sinon je vais être mort potentiellement. Hein. Donc il faut lever des fonds. Après, voilà. Puis il y a des gens qui veulent lever des fonds alors qu'ils n'ont pas besoin de lever des fonds. L'argent, c'est un moyen. Ouais. Et pour compléter aussi, je pense qu'il y a 2 éléments à bien garder en tête. Il y a la courbe de l'adoption de l'innovation. Quand vous lancez un truc, une boîte, c'est l'innovation. D'accord ? Donc la courbe de l'adoption, c'est un truc comme ça, ok ? Une courbe de Gauss classique. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, je vais vous donner l'exemple de Facebook pour que ça soit beaucoup plus parlant. En fait, vous avez dans cette courbe différents segments clients de l'adoption de l'innovation. Ça part de l'innovateur, vous connaissez sûrement l'early adopter, l'early majority, etc., etc. La clé, c'est de comprendre que cette courbe-là, elle exprime juste un truc, c'est que le segment d'après achète la satisfaction du segment d'avant. D'ailleurs, si vous avez lu des bouquins sur le Product Market Fit, on vous parle du NPS, le Net Promoter Score, qui calcule la satisfaction client. D'accord ? Donc, le segment d'après achète le segment d'avant. Facebook, on les prend. Au départ, Zuckerberg, il commence à Harvard, 80% d'Harvard utilisent son truc. Ensuite, segment d'après. Oh, Harvard, ils ont l'air de bien le faire, ça a l'air cool. Ivy League, donc toutes les grosses facs aux États-Unis le prennent. Et ensuite, hop, segment d'après. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, et aujourd'hui c'est vos parents qui utilisent Facebook, okay, ceux qui étaient les plus réfractaires au départ. Donc déjà, première chose, c'est qu'une innovation se diffuse dans la société à travers des phases successives de très spécialistes en attente d'un besoin vers une plus grosse majorité. Donc quand j'entends des gens qui me disent « on va vendre à tout le monde », no way, c'est impossible. En fait, d'abord, vous allez devoir trouver cette niche et c'est votre premier objectif à vous, c'est qui est en réel besoin. Deuxième chose, cette notion de besoin et de problème, elle est souvent très mal comprise. En fait, les gens me disent « Ah, les gens adorent mon idée ». On s'en fout. L'idée, on s'en fiche. Votre idée, elle va changer. Et ça va rejoindre ce que tu disais et ce que disait Thomas. C'est qu'en fait, la réalité, c'est l'itération continue. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en vous confrontant au marché que vous allez mieux apprendre sur ce qu'il va falloir faire et pas faire, et mieux comprendre si c'est les bons clients ou pas les bons clients. Et c'est cette itération continue qui va vous faire en même temps mieux segmenter votre stratégie d'approche et en même temps mieux déterminer ce que vous devez développer. Parce que ça soit un produit tech ou pas tech, j'essaye de faire le point avec tes questions quand même, c'est où est-ce que j'emmène mon développement produit ? Un bouquin à lire, Marty Kagan, Inspired, Continuous Discovery, Continuous Delivery. C'est le seul bouquin en product management que vous avez à lire. Le reste, bullshit. Donc c'est pareil. En fait, regardez les gens qui ont réussi,
Regardez ceux qui vous apportent des méthodes. Ces méthodes-là, c'est simple. C'est aller parler à vos clients. Arrêtez d'écouter les gens qui vous disent que votre idée, elle est cool. Commencez à vous intéresser vraiment au problème. Oubliez un marché sans compétition. Tout votre marché est une compétition. N'oubliez pas un élément, un concept clé. Un marché n'est pas fait de concurrents aux caractéristiques similaires, mais à des concurrents qui apportent la même solution à un besoin client. Je veux aller au bureau, je peux prendre un Uber, je peux prendre un taxi, je peux prendre une trottinette, ce sont 3 concurrents. Ils ne se ressemblent pas. Okay, donc cette combinaison de mindset, enfin de d'état, j'aime pas se dire ces mots-là, putain, je suis un peu un gros con là. Mais cette combinaison d'éléments, de dimensions clés, hein, qui est votre client, c'est quoi des caractéristiques, trouver l'insatisfaction, et vous concentrer sur les besoins avant d'essayer de construire le truc que vous aimez, ça vous permettra de vous focaliser et de gagner du temps. Alors j'ai 2 questions dans la salle, j'avais des questions aussi, mais on va... Alors, dans un premier temps, du coup, la personne qui est au premier rang, et puis ensuite... Moi, j'ai une question par rapport à ça, le fait par rapport aux early adopters. Moi, je vais travailler avec des grands groupes et des entreprises plus petites, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé mon portfolio, dans le sens où je sais que les gros, ils vont pas me signer avant 1 an de discussion, mais les petits, ils m'amènent du cash tout de suite. Du coup, je mélange, je sais pas trop votre avis un peu sur ça. Est-ce que, dans le sens où on peut cultiver plein de carottes si elles mangent tout de suite, mais c'est bien d'avoir des arbres pour se nourrir après, ou... Je le vois en potager, mais... Ok. Non, mais tu as totalement raison. Après, il ne faut pas être non plus dénué de sens. C'est-à-dire que tant que tu ne modifies pas... Enfin, tant que tu as bien identifié, tu vois, les tailles de marché sur les decks investisseurs, c'est exactement ça. C'est se dire, OK, je commence par une niche, mais derrière, en fait, je suis capable de l'étendre. Tant que tu as identifié que ta niche aujourd'hui, qui te ramène du cash rapidement, va potentiellement, d'une part, être récurrente, mais t'ouvrir vers un plus gros marché derrière, et que tu ne vas pas avoir à reconstruire tout un environnement, mais qu'en fait, tu vas pouvoir juste le standardiser parce que tu sais que les gros, ils vont avoir besoin d'API, ils vont avoir besoin de standardisation, carrément. Il faut voir ta répartition du temps, mais logiquement, enfin, après, je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas, mais... En fait, du moment que de faire l'un, te fais pas faire mal l'autre. En fait, moi, je pense que ça, la bonne réponse, c'est de dire si là, tu es au début et donc tu as besoin de cash et que les petits, tu peux les vendre vite, le cycle de vente est rapide et que tu peux gagner du cash, que tu peux les adresser correctement, gagner du cash et aussi... Enfin, moi, je cite souvent ce bouquin, mais c'est From Zero to One de Peter Thiel. Hein, voilà. Donc, Peter Thiel qui n'est pas forcément le mec le plus recommandable, mais in fine, il a quand même monté PayPal et pas l'entière derrière. Et lui, son idée, c'est exactement ce que disait Mathias plus tôt, c'est en fait, il faut que le monopole, c'est bien. Voilà. Et pour arriver à un monopole quand on est petit, il faut juste un tout petit marché. En fait, voilà. Et ça a plein de vertus, notamment une qui est très bête, mais c'est les fameux commentaires clients. En fait, si demain, tu as 4 clients qui vendent des bananes qui sont contents, bah en fait, ça sera beaucoup plus simple de signer le 5e qui vend des bananes parce que tu te diras, ah bah regarde, tes potes qui vendent des bananes, ils adorent ma solution. En fait, voilà. Si tu fais feu de tout bois, ça c'est impossible. Donc voilà, je pense que si tu as le temps de adresser correctement tes petits clients, mais que tu te dis que bah, le endgame c'est les grosses boîtes et tu as le temps de les gérer en parallèle, oui, mais voilà, faut pas que ce soit au détriment des autres. Ok, good to know. Sur l'expérience chez Var, Thomas, tu parlais des KPI et du fait que tu en avais plein, parce que tu en traquais plein et qu'en fait tu regardais pas certains qui pourtant étaient clés. Comment tu définis qu'un KPI est plus clé par rapport à un autre? Alors, je laisse Mathias compléter peut-être parce que lui il est... Non mais j'ai pas autant théorisé l'entrepreneuriat que Mathias, ouais, donc je le vis quoi, mais je continue à faire des erreurs. Enfin, ouais, je parle de focus en ce moment et au wagon on n'est pas focus par exemple, donc voilà, je suis un cordonnier. Voilà, je suis un cordonnier mal chaussé. Non mais c'est pour d'autres problématiques parce que nous on est très gros, donc en fait comme le disait Mathias, on peut se permettre de faire plus de sujets, mais là on en fait peut-être. Ouais non mais pour te répondre après coup. Je pense qu'on a trop oublié, vu qu'on levait beaucoup de fonds, on a trop oublié qu'à un moment il fallait qu'on monétise, ce que disait un peu Mathias. Voilà. Et donc, je pense qu'on regardait pas trop. Alors nous, on avait un modèle freemium, tu sais, tu peux utiliser l'app gratuitement, mais il faut payer pour un abonnement premium. Voilà, et c'était le principal axe de monétisation qu'on avait en tête. Et le taux de conversion au premium, en fait, on le laissait un peu trop de côté. C'est-à-dire qu'on le suivait, mais on se disait, en fait, c'est en améliorant d'autres indicateurs de la rétention, ce genre de choses, les gens vont adorer le produit. En fait, ils passeront forcément au moment premium. C'est juste une histoire de à quel moment on va mettre la friction sur le gratuit pour que les gens passent au payant. C'est ce qu'on appelle le mur du premium. Enfin bref. Et en fait, on était trop loin et on a trop attendu de se dire, en fait, là, ça ne marchera pas. Voilà. Et l'autre problème qu'on avait nous, c'est qu'on a un modèle d'abonnement, enfin c'est assez classique, c'est le modèle à la Netflix, pardon. Donc en fait c'est un modèle
qu'on appelle sur la lifetime value. C'est-à-dire que, évidemment, Netflix, il ne va pas rembourser un abonné Netflix au premier mois d'abonnement. C'est parce que les abonnés Netflix restent en moyenne très longtemps que finalement, il y a un petit système vertueux. Et en fait, donc, intrinsèquement, le problème de ce business-là, c'est qu'il faut attendre longtemps pour savoir si justement la lifetime value, elle va être intéressante. On voit bien avec les taux de churn au démarrage quelle va être à peu près la lifetime value, mais on se dit toujours, bon, on va aller un petit peu plus loin pour voir où est-ce qu'on va. Et nous, il s'avérait que les gens passaient au premium. On a beaucoup de gens qui passent au premium, on a beaucoup de gens qui restent longtemps abonnés, mais pas suffisamment pour rembourser les coûts d'acquisition et les coûts fixes de la boîte. Voilà. Donc, les métriques de monétisation d'abord. En fait. Et après, en secondaire, et je laisserai Mathias compléter, les métriques qui permettent d'arriver à la monétisation. Voilà. Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, en fonction du business model, en plus, les métriques. En fait, disons que tu as un tableau de bord. Si tu veux lever des fonds, si dans la partie levée de fonds, tu as 3-4 métriques max. C'est tout. Chiffre d'affaires, taux de croissance, marge brute, juste ça. Et coût d'acquisition à la limite. Bon. Et si tu en as un qui est au rouge, là, tu vas deep dive. Tu vas dire, OK, je suis dans un business model tel où j'ai une application, où j'ai pas une application, je fais du commerce. Derrière, les métriques vont être différentes. Si tu prends une marketplace, tu as de la grosse merchandise, GMV, grosse merchandise volume, taux de liquidité. Pour les métriques de façon deep, vous lisez un bouquin. Alors, je vais vous dire un truc, je déteste Eric Rice. Lean Startup, pour moi, c'est de la philosophie. Le seul qui a à lire, il y en a deux. Il y a Running Lean d'Ashmoria. Et pour les indicateurs, c'est Lean Analytics de Alistair Crowell. Et là-dedans, tu peux deep dive au niveau des métriques. Mais le basique, c'est chiffre d'affaires, taux de croissance, taux de marge. Et je peux encore compléter une dernière fois. Et en plus, ces métriques principales changent dans le temps de la boîte. Voilà. Parce que les phases, qui dit phase différente, dit aussi indicateurs différents à aller regarder. Voilà. Donc là, le wagon, qui est une boîte, par exemple, qui est mature, qui est rentable, on a les trucs de base de n'importe quelle boîte, c'est-à-dire du boulanger jusqu'à L'Oréal, c'est la marge, voilà, la croissance qu'on arrive encore à faire et le chiffre d'affaires. Et après, on a des trucs spécifiques à la formation, toi aussi, tu es là-dedans, mais nous, un indicateur qui est extrêmement important, c'est le NPS pour nous, parce qu'il va faire beaucoup de choses, et notamment, il va générer pas mal d'upsell. On a beaucoup de logique d'upsell et de recommandation. Voilà. Donc c'est un truc qu'on regarde vraiment de manière très 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 fine et très pointue. Et avec du recul, est-ce que sur Shaper, si tu avais mieux regardé ce KPI dont tu parlais sur le mur du premium, est-ce que tu aurais rechangé ta structure de coût? Ou est-ce que tu te serais dit on va sur le même pricing? Ouais, mais oui. Alors oui. Non, je vais te répondre vraiment. Voilà. Donc oui, en fait, on aurait fait des choix différents. Nous aussi, on a lancé. Quand je dis à l'américaine, c'est un peu, ça veut rien dire et tout dire, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vraiment lancé en mode, on ne monétise pas au début parce que c'est totalement secondaire. Voilà. Donc nous, on n'avait même pas de premium au démarrage. Hein. En fait, on a lancé le premium au bout de 50 boîtes. Voilà. Et donc on lance, les métriques produits seront bons, on aura de la croissance, truc comme ça. Et là, en fait, c'est à ce moment-là. Voilà. Enfin, on était un peu dans le mythe Facebook. Hein. Facebook, c'est exactement ce qu'ils ont fait, hein, de toute façon. Voilà. Sauf qu'ils l'ont un peu mieux fait que nous. Donc oui, après, en fait, si j'avais pas fait ces erreurs-là, je pourrais pas être là en train de te parler aujourd'hui aussi. Enfin, tu vois, on en a parlé aussi quand on préparait un peu l'entretien, mais on peut vous raconter tout ce que vous voulez. En fait, les entrepreneurs sont globalement des gens assez têtus. Et en fait, non, mais c'est vrai. Et en fait, on se rend compte que il faut que les gens fassent leurs propres erreurs, finalement, pour comprendre après. Et je pense qu'un entrepreneur, il devient de plus en plus bon si il a cette capacité, finalement, à se dire, ok, là j'ai merdé. Pourquoi j'ai merdé? Je le fais plus. Voilà. Et après, il y a les gens qui ont des énormes coups de chance, hein, ça existe, et qui font tout bien du premier coup. Mais en fait, c'est de la chance. Enfin, il y a un rapport de la chance qui est assez fort. Donc voilà, il fallait que je le fasse pour le savoir, et maintenant je le sais, et donc maintenant je fais d'autres erreurs. Et voilà. Merci pour cette partie du coup de précision sur les indicateurs, comment apprendre. Il y a un autre sujet sur lequel on est beaucoup dans l'apprentissage et dans l'erreur et dans on teste des trucs et puis on n'arrive pas. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui m'en ont parlé juste avant et ça reprend un petit peu ta question sur les gros clients et les petits clients. Il y a une grosse partie qu'on a commencé à aborder qui est la segmentation client. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir qui sera mon early adopter, c'est-à-dire celui qui va vraiment acheter ma solution mardi, et qui sera la personne qui va l'acheter beaucoup plus tard. Est-ce que ça, du coup, j'interroge la totalité de mon marché jusqu'à savoir qui sera le premier. Comment est-ce que je peux faire pour avoir un petit peu plus d'informations là-dessus et savoir comment mieux me repérer? Parce que des fois, autant je peux être dans une situation où j'ai testé et du coup, je conclus que
que c'était pas ça ou qu'au contraire je suis dans la bonne direction. Mais on a aussi d'autres entrepreneurs là dans la salle et également en ligne qui en sont encore au début. Et j'ai entendu moi je cherche des distributeurs, moi je cherche des médecins, moi je cherche des architectes. Je commence à détecter qu'il y en a ça va, il y en a ça va pas. Comment est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a une méthode pour savoir comment vraiment segmenter son marché en dehors de dire il y a ceux qui m'achèteront plus tard et ceux qui m'achèteront maintenant, mais je sais pas encore qui targeter pour tomber dans la bonne cible là aujourd'hui avec mon temps limité. Si c'est une question de méthode, c'est pour Mathias et je compléterai chose. Tu me balances ta patate chaude. Ouais, alors c'est un vaste sujet, parce que ça dépend de beaucoup de choses, mais bien sûr, il y a une approche en tout cas. Et parfois, on me demande, c'est quoi un bon entrepreneur, ou une bonne entrepreneuse, c'est quoi une mauvaise entrepreneuse? Moi, je dis toujours, en fait, je pense que la bonne entrepreneuse, c'est la personne qui va avoir la capacité de collecter de l'information réelle pour s'orienter dans sa décision stratégique. C'est-à-dire que les gens, pour moi, qui partent de l'intuition, de leur savoir, même je rencontre des fois des entrepreneurs qui montent leur boîte à 50 ans, qui ont été des grands patrons d'entreprise et qui connaissent leur marché, qui se plantent. Tout de suite, ils ont investi 1,5 million de leur propre argent et ils se plantent. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre capacité à collecter de l'information, ça va être la clé de votre développement. Moi, je dis toujours, il faut se repérer dans la réalité. C'est combattre la dissonance cognitive. On a des croyances, on a des envies, mais en fait, il y a une réalité. Et donc, l'approche de faire, c'est d'aller interviewer des gens et d'aller observer des informations qui sont, comme disait Thomas tout à l'heure, dans les reviews des concurrents, des solutions alternatives. Et encore une fois, souvent, ce qui vous bloque, c'est que vous allez me dire « Oui, mais moi, je n'ai pas de concurrent sur mon marché. Personne ne fait le même produit que moi. » En fait, il y a quelqu'un forcément qui achète quelque chose, qui paye quelque chose pour atteindre le même objectif que votre produit permet d'atteindre. Et c'est eux qu'il faut aller observer. Donc moi, je dirais qu'il y a 2 choses à faire. En parallèle, de l'interview qualitative, à aller parler aux gens, n'envoyez pas de questionnaire, identifiez des gens qui potentiellement vous pensez que ça pourrait être des clients parce que vous identifiez un besoin, allez leur poser des questions pendant 1 heure, dites-leur c'est quoi que vous utilisez aujourd'hui, c'est quoi votre problème, quels sont les bénéfices que vous attendez d'une solution. Ne le faites pas comme ça par contre. Voilà. Il risque très mal le Ça peut se faire comme ça aussi. Et en parallèle, donc, on va avoir de la collecte d'informations qualitative, et de l'autre côté, on va avoir de la collecte d'informations quantitative. Et là, vous allez regarder, vous faites une liste des solutions qui pourraient répondre aux mêmes besoins que vous, ce qui nécessite d'abord de transformer votre idée en hypothèse, n'oubliez pas. Je fais, je sais pas moi, qu'est-ce que tu fais, tu m'as dit? La solution? Ouais. Plateforme de qualification de lead. Ok, je fais une plateforme de qualification de lead. J'arrête là, et je la transforme en besoin client. Je pense que les clients ont besoin de mieux qualifier leur lead quand, pour, quoi. Et donc, à partir de là, je me rends compte qu'en posant ma solution en une question d'objectif client et de besoin client, derrière, les solutions qui existent aujourd'hui pour moi, pour améliorer ma qualification de lead ou pour avoir des leads, ça peut être des apporteurs d'affaires, ce n'est pas forcément une solution technologique, ça peut être je ne sais pas quoi en fait. Donc, il peut y avoir plein de choses qui ne se ressemblent pas. Donc, vous commencez par là. Une fois que vous avez commencé par là, vous allez regarder, donc là, on est sur la collecte d'informations quantitatives, ou en tout cas online, vous allez regarder le nom des solutions potentielles qui peuvent apporter la même chose que vous, et vous regardez les commentaires, vous regardez s'il n'y a pas des vidéos sur YouTube, des témoignages dans Amazon, des témoignages dans Google, et qui vous permettront déjà d'identifier s'il y a des gens très insatisfaits. Merci. J'ai Fatima justement qui me pose... Ah pardon, tu voulais réagir dessus. Ouais. Vas-y. Voilà. Et après, il faut faire quoi. C'est-à-dire que... non mais... vous avez votre idée validée ou non par vos différentes analyses, et ensuite après il faut vendre et puis il faut voir quoi. Voilà. Et puis je reprends ton exemple tout à l'heure. Je me rends compte que ça tout le monde le sait avant de se lancer, mais je prends un exemple pour un exemple. Mais si je vends un grand compte, c'est bien, je peux gagner potentiellement beaucoup d'argent, mais ça me met 10 mois à finir mon truc parce que je parle à 50 personnes dans la boîte. Voilà. Par contre, quand je parle à une boîte où il y a moins de 50 personnes, déjà par définition, ça prendra moins de temps. Et donc après, je vais pouvoir vendre plus vite et faire la bonne solution. Et après, il faut ajuster qu'en fait. Ça, en fait, Mathias en parlait tout à l'heure, mais l'entreprise qui n'est pas une entreprise qui est déjà méga rentable, et encore, dans le cycle d'innovation qu'on est, ça peut changer. En fait, c'est pas quelque chose qui est figé, quoi. C'est-à-dire que vous changez de solution, vous testez des solutions. Chez Shaper, on a testé plein de solutions qui n'ont jamais marché. En fait. Voilà, vous essayez, vous revenez, vous essayez, vous revenez, puis après, hop, il y a un truc qui mord, puis après, on développe autour de ça, puis après, ce truc qui mord plus, ou il mord pas assez, et on passe à autre chose. Et juste un point, il y a souvent une erreur qui est faite, c'est qu'on dit on doit réduire le risque. On réduit jamais un risque, on réduit de l'incertitude.
Pour réduire l'incertitude, il faut avoir une posture de scientifique. Vous êtes des chercheurs, vous êtes des scientifiques, mais vraiment, des chercheurs à l'université en labo de recherche. Donc, ce que vous devez faire, c'est émettre des hypothèses. Et ces hypothèses, vous allez les classer par priorité et vous allez dire, je vais tester cette première hypothèse. Je vais aller rencontrer des gens. Je vais me confronter à la réalité. Je vais me confronter au marché. Ça marche pas. Ça marche pas, hop, je fous l'hypothèse à la poubelle, je passe à la deuxième. Vous devez avoir vraiment cette démarche scientifique. C'est ça la clé. Et justement, dans cette démarche scientifique, on a Fatima qui nous demande en ligne à quel moment l'étude devient suffisamment quantitative pour être significative. Ça, c'est une question. L'étude ne s'arrête jamais. C'est ça la clé. Ah. L'étude ne s'arrête jamais. En fait, c'est un processus continu, c'est une activité continue de l'entreprise. D'ailleurs, on revient au product management parce que c'est le plus facile à illustrer. Les bonnes compagnies en product management font toujours de la recherche client, font de l'interview combinée à du quanti, hein. Analyse de data et quanti en questionnaire. Ça, c'est les meilleurs au monde. Les autres, ils pensent que, comme dans les années 90, on va faire, mais même aujourd'hui, ah, je veux un site internet, c'est génial, je vais faire un site internet vitrine, ouloulou, on a fini, on a dépensé 50 000 balles pour faire un site internet qui ne convertit même pas de lead, et en fait, on a arrêté le produit ici, alors que le produit il se maintient, il se continue, et en fait, peut-être il se change. Même idée sur l'analyse concurrentielle, en fait. En fait, elle s'arrête jamais, c'est pas parce que vous devenez très... Alors, moi, je le vis aujourd'hui au wagon, on regarde tout le temps ce que font les General Assembly ou les grands organismes de formation dans le monde, voilà, parce que ça nous donne des indications aussi sur peut-être où est-ce qu'il faudrait aller, ou même comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer nos programmes qui sont déjà vieux, mais qui en fait peut-être deviennent obsolètes parce que le marché change, les technos changent, ce genre de choses, quoi. Apple, Google, Facebook, ils se regardent tous voilà, en chien de faïence, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de se dire qu'est-ce qu'il est en train de faire lui, ah bah tiens, il est en train de lancer un truc de réalité augmentée, bah tiens, moi aussi, ou alors peut-être pas parce qu'en fait je trouve que c'est une idée débile, voilà, mais en fait ça n'arrête jamais. Et juste pour compléter, ça va reboucler avec le thème de la... on va essayer de faire des trucs de ouf. En fait, la seule chose sur laquelle vous ne devez pas vous focaliser, c'est votre produit. C'est fou quand même, hein. Le focus sur tout, sauf le produit. Parce qu'en fait, quand vous pensez au produit, vous pensez mal. En fait, vous ne faites pas un produit. Vous faites un processus qui permet d'apporter de la valeur à un client. Et en fait, vous n'avez pas besoin de produit pour le faire. C'est pour ça, deux choses intéressantes. Au début des startups, avant, on n'avait pas le droit d'être start-upper parce que ce n'était pas bien vu. Mais au début des startups, on disait les Google, les Amazon, les machins, ils ont eu un truc qui est un avantage, c'est qu'ils ont utilisé des choses existantes. Ils n'ont pas construit leurs produits from scratch, ils ont utilisé des choses existantes. Aujourd'hui, on le fait moins. C'est dommage d'ailleurs. Deuxième exemple, on parlait de Spacefield en introduction. Spacefield, qui sont passés par le Launchpad, Vincent les connaît aussi. Ils ont généré des centaines de milliers de chiffres d'affaires sans produits technologiques. Aujourd'hui, c'est une plateforme européenne, un des leaders en Europe, qui permet de faire de la logistique et du stockage temporaire, d'accord, dans des entrepôts, avec un espèce de warehouse system, un gros truc technologique. Avant de faire leurs produits, vous allez me dire, mais comment ils ont fait? Eh bien, ils avaient un fichier Excel, un téléphone, et ils appelaient, et ils conformaient les trucs dans le fichier Excel. Et une fois qu'ils ont généré des centaines de milliers de chiffres d'affaires, ils ont dit, on va lever des fonds, et cette levée de fonds va nous permettre de consolider notre produit. Donc, ne vous focalisez pas sur le produit, focalisez-vous sur la manière la plus efficace pour vous de donner de la valeur à vos clients. Émile, on n'a jamais rien développé avant de se faire acheter. Voilà. Pas de plateforme de learning, rien, zéro. C'est que des coups de téléphone, un peu de no-code pour avoir un CRM qui tourne, on a tout fait nous-mêmes, rien. Il n'y a pas un développement sur Émile. Et si aujourd'hui je regarde cette conférence et je me dis c'est bête parce que moi du coup je viens de passer d'un an à développer ma plateforme, maintenant je fais quoi? T'arrêtes, tu sors et tu vas parler à des clients. Ok. Merci. Ghana, tu avais une question? Alors moi ce que j'ai pu constater du coup, parce que pour le coup j'ai vraiment été sur le terrain, c'est que du coup je me suis reconvertie dans la coiffure, donc j'ai vraiment été dans le milieu. J'ai compris que d'une part, on a des coiffeurs qui ont ni les produits ni les formations pour apprendre à coiffer les cheveux crépus, et d'autre part, on a des femmes afro qui recherchent désespérément des endroits où se coiffer. Et les femmes noires, c'est quand même 12 millions de personnes en France, donc il y a quand même une bonne part de marché à prendre. Il y a 85 000 coiffeurs, le marché de la coiffure c'est 2 milliards, et pourtant il n'y a rien qui est fait. Donc effectivement, il y a un problème, mais tout mon but c'est aussi d'évangéliser les coiffeurs pour leur faire comprendre qu'il y a un besoin au niveau des femmes noires, au niveau des clients B2C. Donc en fait, je me demande comment faire justement pour toucher ces coiffeurs-là et leur faire comprendre que le besoin existe, qu'il y a de l'argent à se faire sur ce segment-là. Donc en fait, voilà, il faut que ça change. Et c'est une vraie question, comment je les touche eux, alors qu'ils ne sont pas conscients du tout du besoin qui existe auprès des femmes en question.
me permettre de reformuler la question pour les personnes qui sont en ligne. La question, c'est comment faire lorsque je suis face à un segment de clientèle qui n'a pas conscience de son besoin, pour reprendre un petit peu les termes qui ont été exprimés, et comment je fais pour les convaincre que, bah oui, en fait, ce problème-là, ils l'ont vraiment, si je... Je sais pas, on va peut-être pas partir en OH trop sur. Voilà, mais, en fait, moi je reprends l'idée de l'hypothèse. En fait, là, tu poses une hypothèse. En fait, quelque part, ce que tu es en train de dire, c'est que les femmes afro, elles méritent d'avoir des meilleurs soins pour leurs cheveux. Voilà. Enfin, voilà, parce que elles seront plus belles, elles seront plus mieux dans leur peau, enfin, pour plein de raisons différentes. Et ton hypothèse sous-jacente, là, c'est de dire que c'est grâce au coiffeur que tu arriveras à répondre à ce besoin. Voilà. Donc, en fait, tu as déjà posé une grosse hypothèse sous-jacente. Voilà. Si ça se trouve, tu pourrais adresser ton marché totalement différemment. Là, tu pourrais faire du B2C et dire, en fait, non, je vais directement aller parler à cette femme afro qui veut avoir des meilleurs produits et lui proposer, je ne sais quoi, j'en sais rien, je connais rien du tout à ce marché. Hein, mais, tu vois. Donc là, tu es déjà en train de poser une hypothèse. Peut-être qu'aussi, faudrait, alors je sais peut-être que tu l'as fait, hein, mais est-ce que tu as posé cette hypothèse parce que tu as discuté avec des femmes afro qui t'ont dit que, en fait, elles attendaient d'abord des conseils de leur coiffeur pour faire le truc, tu vois, auquel cas d'accord, et après à ce moment-là, il faut te concentrer effectivement sur le coiffeur, comme tu le fais, pour essayer de voir qu'est-ce qui fait qu'il pourrait lui avoir envie. Enfin, tu vois, mais tu es en train de reposer des hypothèses successives. Peut-être que tu n'as pas encore trouvé ce qui va faire que le coiffeur, en fait, ça va le chauffer de faire son système. Et, pour être un peu plus cash, Oula. La salle se prépare, Le politiquement correct, c'est parti. Parce qu'il était ok, là il était chill là. Mais là il va se réveiller. Je suis un diesel moi. Enfin, faites mes OH à moi, moi je suis plus sympa. Je suis une batterie lithium, excuse-moi, je suis pas un diesel. Quand on crée une boîte, alors même quand on est Procter & Gamble, on peut pas, on ne crée jamais de besoin. Donc en fait, quand on parle à quelqu'un et que la personne en face de nous, alors le plus typique, c'est de dire vous allez économiser plus d'argent, par exemple. Vous allez gagner plus d'argent. S'il ne s'en rend pas compte, c'est que ce n'est pas un problème. Donc, c'est peut-être pas la bonne cible. En fait, il a dans notre courbe, le coiffeur, il est trop loin. Il n'est pas en souffrance. Il ne se dit pas, il faut peut-être que j'ai un nouveau stream de revenus. En fait, s'il dit, moi je m'en fous, globalement, parce que peut-être que, et moi je connais un peu les coiffeurs, les franchises, c'est leur problème, c'est le recrutement de coiffeurs, aujourd'hui. Donc, en fait, top of mind, il n'est pas du tout sur je veux diversifier ma clientèle. Il a du mal déjà à gérer son volume d'entrée. Donc lui, ce qu'il cherche, c'est à recruter. Donc c'est peut-être pas la bonne target. Donc il faut peut-être essayer de regarder, comme disait Thomas, peut-être directement en B2C, peut-être sur une plateforme qui veut étendre sa gamme de produits, je ne sais pas. Mais après, voilà. Okay, alors, puisqu'on peut y aller un peu franco, moi, à chaque fois que j'entends il faut que j'évangélise un marché, moi ça me fait peur. Ouais. Voilà. Parce que moi j'ai essayé de le faire sur Shaper. Alors je ne suis pas le meilleur entrepreneur du monde, hein, d'accord, mais non, mais c'est en fait ça veut rien dire quoi. Pour les raisons qu'il vient de donner, c'est que s'il n'y a pas de besoin, il n'y a juste pas de marché. En fait, voilà. Donc Google, c'est pas de l'évangélisation de marché sur le fait de chercher sur Internet. C'est juste que les gens en fait cherchent de l'info depuis la nuit des temps. Voilà, ça s'appelle la bibliothèque, ça s'appelle les encyclopédies en 70 volumes qu'on achetait et qu'on recevait chez nous avant. Voilà. Et en fait, ils ont juste répondu à un besoin d'une meilleure façon grâce à un moteur de recherche. Ils n'ont pas évangélisé le marché sur la recherche sur Internet. Non. Mais elles y vont déjà. Elles font comment? Il n'y a pas de CAP coiffure en fait pour les cheveux crépus, elles n'y vont pas. Elles ont bien une solution aujourd'hui pour leurs cheveux. Des cheveux à la maison avec des ciseaux Natel. Et du coup, il n'y a pas de solution. C'est ça que je dis. Ok, pourquoi tu ne crées pas des salons de coiffure afro toi-même du coup? Ça peut être une solution. Ouais, voilà. Et bim, un pivot. T'avais une question? Non, pardon, je t'ai vu. Non, je sais juste. Ça fonctionne ni plein de coiffeurs afro. En tout cas, dans Paris, moi je vois plein de coiffeurs afro dans Paris en tout cas. C'est des coiffeurs qui font des extensions. Des perruques, Ah, c'est pas les coiffeurs. pas les cheveux crépus naturels, ça existe pas. J'ai plus en porte. Et potentiellement très bon business, parce qu'on se dit peut-être un peu un jugement de valeur, coiffeur, pas fifou, un truc comme ça. Ouais, enfin, quand t'es Jacques Desange et que t'as fait des milliards de franchises, je te dis, il est tranquille. Voilà. Donc il y a des business, des super business aussi comme ça. Et après, c'est de l'excellence opérationnelle. Voilà. J'ai d'autres questions en ligne. Il nous reste malheureusement un petit peu moins de 10 minutes. Donc je vous invite vraiment à poser vos questions si vous le souhaitez. En ligne, j'ai plusieurs questions qui sont un petit peu liées à ce qu'on vient de dire.
parce que là, on vient de citer un exemple où on a des difficultés à trouver ses premiers clients. Peut-être parce que, en fait, il y a des questions qu'on n'a pas posées à nos premiers clients. J'ai quelqu'un qui me demande comment est-ce que je fais pour trouver mes 100 premiers clients. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le B2C et qui dit, moi, il faut un moment que je lance mon truc. Comment est-ce que je trouve mes 100 premiers clients? Est-ce que je fais une campagne Facebook? Est-ce que je... et je me doute que ce n'est pas la réponse, mais du coup, comment est-ce que je m'y prends? Faut aller chercher sur du front, quoi. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de boulot. Les gens qui ont monté Stripe, ils ont fait le Y Combinator. Stripe, c'est la solution de paiement. Ils allaient littéralement voir les gens devant leur ordi. Ils leur disaient, tu connais mon truc? Ils pitchaient le truc. Voilà. Il n'y avait pas de plateforme, il n'y avait rien. Hein. C'était des devs. Et littéralement, il dit, si tu veux, je te l'installe sur ton ordi. Et littéralement, le type, il prenait la place du mec qui était sur son ordi, et puis il installait son Stripe comme ça. Il dit, vas-y, fais ton truc. Voilà. Il faut y aller, quoi. Enfin, je veux dire, si les clients ils existent, il faut les trouver, et puis il faut leur vendre le truc. Ouais, et pour être très tactique, je dirais, où est-ce qu'on trouve des clients? À travers des experts du métier ou du secteur que vous visez, à travers l'identification de gens qui utilisent des solutions concurrentes à la vôtre, alternatives à la vôtre, et aussi en changeant la manière de vous adresser à vos potentielles personnes à interviewer. Si vous arrivez et vous dites « salut, je développe un produit, ça serait génial », comme tous les mails qu'on reçoit là, ou les trucs LinkedIn qu'on reçoit là. On m'a dit que sûrement vous avez besoin de recrutement, vous êtes en phase de croissance, vous ne voulez pas lever des fonds. Non, en fait, non, on ne parle pas comme ça aux gens. On parle aux gens en leur parlant de leurs problèmes. Et donc, quand on les contacte, on leur dit « Bonjour, je travaille actuellement sur cette problématique-là, je ne sais pas si ça vous fait écho. Je n'ai pas parlé de ma solution. Est-ce que vous auriez une demi-heure, 3/4 d'heure pour échanger justement sur la manière dont vous faites aujourd'hui ?» Et les Américains, ils font encore pire, ils disent « Je n'ai rien à vous vendre. » Parce qu'ils sont dans une démarche d'exploration plutôt que de vente dans un premier temps. Et l'interview utilisateur, c'est aussi un bon moment pour déjà vendre. En fait, à la fin, on va peut-être développer ça, est-ce que vous voulez avoir des infos, ce genre de choses. Voilà. Et aussi, ce qu'on oublie souvent, c'est que l'interview, ça permet aussi de trouver les autres interviews. Voilà. Vous finissez votre interview, et vous connaissez pas d'autres coiffeurs qui ont ce problème. Et en fait, par capillarité, on en rencontre plein. Parce qu'en fait, les gens qui ont le même problème, ils se parlent. Putain, ouais. Wow. Désolé. Yes, dis-moi. Au début, j'avais tendance à aller directement essayer de vendre. Et après, j'ai lu un bouquin de Mom Test qui justement revient exactement là-dessus. C'est hyper marrant d'aller créer beaucoup plus de valeur dans l'exploration. Et du coup, on l'a mis en place et ça nous a permis de directement lancer des pilotes sur des cycles beaucoup plus rapides, alors qu'on s'est pris des gros bâches en envoyant des gros trucs de vente. Qu'on a grave pivoté sur le côté arrêtons de parler. Et du coup, c'était des conseils assez précieux, mais difficile de le mettre en place à chaque fois, mine de rien. Après, moi je suis à l'ancienne, donc j'utilise pas Tinder et les trucs comme ça. Mais je dis toujours, la vente, c'est de la séduction. La vente, c'est de la séduction. Quand vous voulez séduire quelqu'un, si vous parlez de vous, vous allez faire fuir la personne en face de vous. Ce qui vous intéresse, c'est mieux la comprendre. Donc, ce que vous voulez comprendre, c'est qui est cette personne? Qu'est-ce qui la motive? Et la vente, c'est la même chose. Conclusion, regardez Hitch, le film avec Will Smith. Voilà. Si vous voulez monter une boîte, c'est la meilleure ressource. C'est finalement ça le secret. Tu avais une question? Non, c'est plus une remarque, et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Moi, j'ai remarqué qu'en fait, moi, en termes de vendre, en tout cas moi, dans mon secteur, moi, je vends des safaris, en fait. Moi, je suis de safari, j'ai monté mon agence de safari en Afrique australe, et c'est vrai que moins on vend, moins on est là avec des offres en disant, voilà, mes safaris coûtent tant, si tu achètes dans 10 jours, tu auras moins 20%, ou telle offre, elle est en Tanzanie, au Kenya, voilà. Moi, j'ai remarqué que plus on faisait appel à l'émotion, en tout cas dans mon domaine, c'est un domaine qui fait plus appel à l'émotion que peut-être d'autres domaines, en fait, moins on vend, et plus j'ai l'impression, en tout cas, on séduit les gens de cette manière-là. Ouais, en fonction des typologies de clients que vous adressez, en fonction de encore une fois, est-ce que vous êtes une offre un peu unique ou est-ce que vous êtes une offre commodité, les leviers de conversion ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui vont être sur le fonctionnel, sur du prix, sur du temps, sur le machin, des trucs très mesurables. Il y a des gens qui vont être sur du social. Regardez un avocat. Un avocat, je le prends parce qu'il a été à la télé, c'est un aspect social, c'est le choix. Le levier ne va pas être le même et ça peut être un aspect émotionnel. Quand j'étais petit, j'avais la même montre que mon grand-père, nanana, donc je rachète cette même montre. Donc en fait, en fonction des gens, des typologies de clients, des typologies de produits que vous vendez, les leviers de conversion ne seront pas les mêmes. Donc des fois, effectivement, c'est émotionnel, des fois, c'est le prix, etc. etc. Ouais, puis pour reprendre la métaphore de la séduction, en fait, si vous posez des questions à votre client, à votre cliente au début, en fait, vous allez aussi être capable d'orienter votre discours
Et peut-être que dans toute la liste des trucs que votre produit fait très bien, en fait, vous allez parler que d'une chose. Voilà. Nous, quand on fait de la formation, on vend des perspectives de ce que pourrait être une personne après la formation. Voilà. Une personne, quand elle fait une formation au wagon, en fait, ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut être différente à la sortie, parce qu'elle a des objectifs, que ce soit se reconvertir ou apprendre des choses. Voilà. Et donc nous, on ne parle jamais de rien au début. Voilà. On dit, bah, si ça vous va, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire qu'est-ce que vous voulez faire. Voilà. En fait, en fonction de ça, ensuite, on va pouvoir affiner un peu le besoin et présenter la bonne offre de la bonne manière possible aussi. Voilà. Parce que bah, y a des gens qui veulent un job qui va être bien payé, puis il y a des gens qui veulent s'ouvrir intellectuellement, puis il y a des gens qui veulent faire plein de choses différentes. J'ai une question en ligne que je vais prendre rapidement avant de prendre la dernière question en salle aussi. J'ai quelqu'un qui demande, Shaper, comment est-ce que vous avez trouvé, vous, vos premiers clients? En levant des fonds et en faisant beaucoup de marketing digital. Voilà. Clients, hein, pas des utilisateurs. Hein. Bah, du coup, et parmi ces clients, il y en a qui ont payé à un moment. Voilà. Non, mais c'est la vérité, hein, je veux dire, il n'y a pas de... Voilà. Finalement, en fait, si on pousse un peu le délire un peu loin, nous, nos premiers clients, c'était nos investisseurs. Ok. Parce qu'en fait, quand on lève des fonds, c'est une vente de tapis un peu élaborée. Mais en fait, non, mais je dis à chaque fois ça aux gens, ils comprennent pas. Mais on vend une entité à un certain prix, ça s'appelle la valorisation pré-monnaie d'entreprise. Voilà. Et on doit convaincre des gens sur ce qu'on a déjà fait et sur ce qu'on va faire que ça vaut le coup de se dire que bah, ça vaut 3 millions et donc je vais lâcher 25% du capital pour 1 million. Voilà. Et donc nous, nos premiers clients, finalement, c'était de convaincre des gens de se dire que ce qu'on allait faire, ça allait être intéressant pour qu'ils nous donnent de l'argent, pour qu'on puisse faire l'acquisition. Voilà. Le recrutement, c'est pareil. Quand vous êtes entrepreneur, les premiers recrutements, ils sont horribles parce que vous êtes personne. Voilà. Donc pour chercher des gens, bah, c'est pareil, il faut vous vendre la boîte, quoi. Faut dire, ouais, bah, on va être là à tel endroit, tu vas avoir des BSPCE, tu vas être hyper riche, t'inquiète pas. Bah ouais, mais parce que vous y croyez, vous mentez pas. Et donc bah, ça marche aussi pareil. Ok, hyper intéressant. Dernière question dans la salle. Si vous aviez 3 conseils à donner pour justement refuser un client quand on a identifié clairement que le persona ne marche pas, 3 conseils pour expliquer au client que finalement il ne trouvera pas réponse avec notre produit, en fait, la réponse qu'il recherche après avoir fait l'interview bien sûr et avoir confirmé que ça ne fera pas le match et qu'avec l'expérience on le voit, mais ça reste difficile de dire non gentiment. Donc 3 conseils. Alors, moi, j'ai un conseil pragmatique. Tu quadruples ton prix. Voilà. Tu dis c'est 50% tout de suite et 50% la prestation. Voilà. Et en fait, si ça passe, au pire, tu gagnes beaucoup d'argent, quoi. En gros. Non mais voilà. Et en fait, au pire, bah, tu perds la personne et tu dis ok, bah c'était trop cher, c'était pas pour moi. Tu lèves beaucoup d'argent. Voilà. Non, mais, en fait, oubliez tout ce qu'on vient de dire. Non mais c'est pas ça. Mais si derrière, en fait, tu fais un arbitrage aussi de te dire bon bah c'est pas le bon persona parce que je vais prendre du temps et je vais pas gagner suffisamment d'argent. Peut-être qu'en faisant ça, tu vas réussir à vendre et que tu vas reconsidérer aussi ton hypothèse, qui est de dire en fait peut-être que la personne a tellement besoin que je vais être capable de vendre 4 fois plus et puis je vais pouvoir aller plus loin. Après, pour moi, il y a des trucs préalables. Tu vois, c'est pas 3 conseils. C'est 3 conseils. 1, déterminer un arbre de décision, la segmentation, ce que vous voulez pas. J'aime pas les personas parce que généralement les personas, en fait, ça sort de votre tête. Le persona doit être construit à partir d'interviews utilisateurs, clients. Donc, vous devez déterminer déjà qu'est-ce qui est discriminant, qu'est-ce qui va discriminer le mauvais client. 2, vous devez former vos équipes avec un arbre de décision, de leur permettre au bout de 30 secondes de call avec quelqu'un, de savoir, ok, j'ai posé les bonnes questions, ce qui me permet tout de suite de discriminer. En fait, moi, quand je forme les sales, je leur dis, on va déjà commencer par travailler les questions discriminantes. Tes 30 premières secondes, je veux que des questions discriminantes. Une fois que tu as tes questions discriminantes, là, tu sais que tu dois l'éjecter. Et l'éjecter, tu as 2 solutions, selon moi. La première, c'est 1, tu lui dis, je suis désolé, en fait, nous, on ne fait pas ça. Mais je peux vous recommander quelqu'un, et là, vous avez une batterie de prestats partenaires à côté. Et deuxième possibilité, vous lui dites, écoutez, en fait, nous, aujourd'hui, par rapport à votre besoin, on n'est pas capable tout de suite d'y répondre, mais d'ici 12 mois, on va pouvoir être en capacité d'y répondre. Et tu le fous, ce qu'on appelle en lead nurturing. Tu le mets dans une newsletter, tu le mets sous culture, et après, tu l'alimentes de temps en temps, et une fois qu'il est chaud, tu le reprends, et une fois que tu es chaud, tu le reprends. Mon truc du prix, évidemment, fonctionne si tu n'as pas besoin de développer 50 fonctionnalités pour pouvoir répondre. Ça, dans tous les cas, ça ne fonctionnera pas. Ouais. Mais sur ce point-là, juste, pardon, je peux rebondir.
Je trouvais très difficile cet exercice quand très rapidement on identifie que le prospect en face il n'est pas qualifié ou c'est pas le bon moment en gros le couper parce que j'ai l'impression qu'il est quand même là pour voir la démo. Voilà, c'est un SaaS donc il est quand même là pour voir la démo de la solution et je me dis peut-être que voilà, je vais introduire. Stop, t'as tout dit. Refuser des clients, c'est refuser des gens qui en fait ne sont pas vos clients. Arrêtez de faire des démos. Faites payer votre démo maintenant. Pareil, quand on me dit, je fais un POC, c'est gratuit. Non, il n'y a pas de POC, en fait. Tu fais payer tout de suite. Tu prends l'argent. Parce qu'en fait, tu es en train de dépenser du temps, etc. Discriminer vos clients, c'est discriminer les clients qui ne vont pas rentrer dans votre cycle de vente. Ou qui sont juste là parce que, en fait, c'est un directeur de service ou un chef de projet. J'adore votre produit, j'adore m'amuser avec tous les trucs. Ouais, super. Mais en fait, tu ne vas jamais acheter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la décision d'avoir le chèque. Donc, première question discriminante, est-ce que tu as la capacité de payer? Deuxième question discriminante, est-ce que tu es déjà en recherche et dans un processus d'achat ou est-ce que tu es plutôt dans une exploration globale? Vous voulez des gens, parce que vous n'avez pas de temps et pas d'argent, qui sont tout de suite dans une capacité d'acheter et tout de suite dans un cycle d'achat. Dans les faits, la plupart des questions discriminantes, tu es capable aussi de les avoir avant de faire le call, normalement, pour justement t'éviter d'être dans cette situation. Alors moi, je donne un exemple sur le recrutement, je faisais un truc assez extrême. Quand je faisais des recrutements, je faisais passer le test un peu logique au début. Voilà. En fait, si le test logique ne passait pas, je disais à la personne, désolé, ça va pas le faire, quoi. Bon. En fait, non mais en disant à la personne, c'est pas contre toi, c'est juste que en fait, on n'ira pas plus loin, c'est pas logique. Non mais on n'ira pas plus loin. Tu vas perdre ton temps. Enfin, tu vois, donc voilà, on était un peu extrême là-dessus, mais. Ouais, et effectivement, en amont, c'est déterminer surtout qui est le client, qui est l'acheteur, qui a la capacité de signer le chèque. Et c'est pour ça que généralement, quand vous avez des grands groupes, ce n'est pas les bons clients. Parce qu'en fait, vous ne vous retrouvez pas avec quelqu'un qui est potentiellement acheteur. Vous vous retrouvez avec quelqu'un qui se fait un peu chier dans son boulot et qui a besoin d'aller voir des startups. Pourquoi pas, vous m'invitez à Station F, et de venir regarder un truc qui va le faire triper pendant un certain temps. Mais en fait, derrière, la chaîne de décision pour aller signer, elle va prendre 10 000 ans. Et ça se trouve, en fait, au final, on n'en veut pas de votre truc. On n'en a pas besoin. Donc, identifiez très rapidement qui est réellement l'acheteur et qui va en voir la valeur en termes de bénéfices. Ça, je dis quoi? Non, c'est pas toi le décisionnaire, c'est pas toi qui a le cash, du coup... Non, tu dis dans quel cadre est-ce que vous êtes en train de faire ça? Qui est la personne qui va pouvoir, qui va être le décisionnaire final? Qui est le sponsor de ce projet? Est-ce qu'on peut la rencontrer rapidement avant d'aller plus loin? Est-ce que vous avez déterminé des indicateurs de performance? Quel est le bénéfice que vous allez mesurer? Enfin, des éléments concrets ce qu'un acheteur doit regarder, en fait. Et si ça te met mal à l'aise, tu fais un loom où tu fais ta démo de ton produit. Voilà. Tu fais pas l'entretien et tu dis voilà la démo. Non mais pourquoi pas. Et si un jour ça aboutit à quelque chose, de toute façon c'est la même chose que tu le fasses en live ou que tu le fasses sur le Loom. Hein. Enfin la démo sera la même. Voilà. Et tu vas pas de temps. Super. Voilà. On vous donne du power là. Hein. C'était pas pour. C'est-à-dire perdez pas de temps et en fait n'ayez pas peur de discriminer les gens et de parler aux gens. Posez-leur des questions. Dernier truc, je l'ai fait encore avant-hier. J'espère que la personne ne regarde pas. Négociation tarifaire. J'arrive, fin de rendez-vous, cadrage. OK, 1 heure, 1h30. OK, bon, maintenant pour finir. Qu'est-ce qui vous manque? OK, périmètre temporel, périmètre budgétaire. Toujours. Ah ben non, mais c'est à vous de me faire une proposition commerciale. Eh non, moi je passe pas 4 jours à faire une propale et un beau devis si j'ai pas le budget. Donnez-moi une fourchette. Parce qu'en fait, l'intervention que je vais faire ne sera pas la même. Si vous me dites tant, ou si vous me dites tant. Vous ne repartez pas d'un premier rendez-vous de cadrage, un brief, sans avoir le budget de la personne en face de vous. Et si la personne en face de vous l'a pas, ce n'est pas le bon interlocuteur. Est-ce que toi, ça t'arrive parfois d'accepter de faire des efforts financiers? Moi, j'ai pas beaucoup, mais quelques clients qui me demandent le devis il est un peu élevé, c'est limite mon budget, est-ce que vous accepterez de faire un petit il y a toujours des arrangements en fonction, enfin tu vois, ça dépend si le compte est stratégique, pas stratégique, si tu as envie d'y aller, la mission te plaît, etc. Mais bien sûr, mais ce qu'il faut, c'est déjà, vous ne devez pas repartir sans grille, fourchette tarifaire. Ça, c'est la clé. Ouais, c'est pragmatique en fait. Ça, c'est une histoire de rapport de force aussi. Voilà. Quand tu fais HEC, tu négocies pas le prix de la scolarité. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est HEC, ça a 150 ans. Et non, il y a des gens qui négocient dans les magasins. Voilà. Ouais. Bien sûr. Oui. Même à l'eux. Hein? Ouais, mais tu vas chez Apple, tu dis je veux acheter l'iPhone moins cher, il va te dire va chez Back Market quoi. Enfin, tu vois genre non mais. Et c'est une fausse peur de se dire je peux pas demander. Pourquoi? Si la personne en face de vous vous dit
Non, mais je ne vais pas vous donner de tarif. Bon, de toute façon, vous avez de la chance d'être là. OK, c'est-à-dire que le besoin n'est pas fort. Vous savez que votre truc, c'est de la valeur. Si la personne en face de vous, elle n'est pas prête à vous payer pour ça, c'est qu'elle n'a pas besoin de votre valeur, donc ce n'est pas le bon client. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre... Donc, avant de conclure, je vais simplement essayer de résumer tout ce qu'on s'est dit. Alors, attends... Les coiffeurs avec des safaris. Non, je pense que, et bien sûr, messieurs, corrigez-moi, ou faites un addendum par rapport à ce que je vais dire, pour qu'on soit sûr d'avoir bien couvert l'essentiel. Finalement, refuser ses clients, qui est, on le voit en fait, un truc qui fait un petit peu peur, parce que comment est-ce que je dis à mon client que je peux pas, mais en fait, on a des phrases toutes faites qu'on peut utiliser, que vous pourrez revoir en replay si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes, je vous rassure, parce qu'on est allé assez vite sur ce sujet-là. Comment savoir qui refuser? J'ai l'impression qu'il y a 2 axes qu'on peut regarder. Un premier axe, qui sont mes clients, quel est mon marché? Donc, interview de tout le monde, pas une interview où je présente mes hypothèses, mais une interview où je pose des questions qui vont venir invalider mes hypothèses. Qu'est-ce qu'une hypothèse? C'est ce que je pense qui est vrai. Parce qu'on a appris aussi que les entrepreneurs étaient têtus. L'hypothèse, c'est la transformation de ta croyance en quelque chose qui est potentiellement un besoin client. Est-ce que... Merci. Yes. Donc ça, c'est comprendre quel est mon client. Et donc, grâce à ces interviews, je vais avoir une segmentation à la fois en termes de temps auquel je vais pouvoir, de timing, d'horizon de temps à laquelle je vais pouvoir activer ces personnes-là, et également de feature de mon produit, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais développer en premier, ce qui intéresse le plus mon marché. Donc ça, c'est le premier axe qui va me permettre de refuser du coup des clients aujourd'hui parce que, ou alors, comme tu disais, c'est pas tant refuser, mais c'est plus si tu peux faire les 2 bien, tant mieux, mais si tu peux en faire qu'un bien, prends celui qui te donne de l'argent mardi, ou alors celui qui appartient à un compte stratégique. Et il y a un deuxième axe qui est l'axe dont on a parlé au début, qui est quel type de boîte je veux faire. Et c'est en fonction de ce type de boîte que je veux faire que je vais suivre un indicateur plutôt qu'un autre, et que du coup, je vais pouvoir en fait comparer mon activité à ces indicateurs et voir si les activités que je suis en train de mener rendent service à ces indicateurs. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné? On en a parlé vite, mais pour que tout ça fonctionne, faites très attention aux biais de confirmation. Voilà. Okay. Parce que quand on croit trop à son idée, on va poser des questions qui sont orientées pour valider son idée. Voilà. On va même lire les résultats d'une manière qui vont valider les idées. En fait. Voilà. Donc ça, c'est très très dur de s'en défaire. Voilà. Il faut faire preuve d'humilité, c'est-à-dire que potentiellement votre idée n'était pas terrible, voilà, et qu'il y en aura une autre et que ça changera. Et il faut essayer de raisonner en principe premier, c'est-à-dire de vraiment aller sur le factuel, voilà, d'être le plus objectif possible, au sens objectif du terme. Et ça, c'est très très dur. Voilà, faites attention à ça. La manière de poser les questions aussi, il faut y faire très attention. Ouais. Et le seul indicateur réel, c'est faites du cash rapidement. Ouais. C'est vendre. C'est une activité économique. Voilà. Il faut vendre. Ok, belle conclusion. Il faut vendre. Mais... Merci Mathias, merci Thomas pour ces enseignements. Merci beaucoup à vous dans la salle pour toutes vos questions. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment vos questions qui ont fait la richesse de cette conférence et qui ont fait qu'on a parlé vraiment des véritables sujets qui sont vraiment au cœur, top of mind de ce qui vous chagrine. Merci beaucoup aux personnes qui sont en ligne, que j'ai bien pris soin de lire pendant toute la durée et qui ont posé leurs questions. Je sais que c'est pas forcément évident en plus quand on est en ligne et qu'il y a un public, donc merci pour vos questions à vous aussi. Un grand merci à l'équipe HEC Records, donc Nathan et Paul, qui sont là et qui ont permis de rendre ce live possible. Et merci encore à vous, public, pour votre soutien. Moi, la seule chose dont je vais vous parler aujourd'hui, à partir de maintenant, c'est suivez bien l'incubateur sur LinkedIn. Nous avons aussi une newsletter qui va être, qu'on va mettre en commentaire, pour laquelle vous pourrez voir tous les prochains de Doers to Doers à venir. Le prochain événement est
qui n'est pas forcément un Doers to Doers, mais on a des personnes qui vont venir nous expliquer comment faire sa stratégie de développement au niveau européen, en commençant du coup par l'Espagne. Donc on va avoir la CCI France-Espagne et la mairie de Madrid qui vont être ici dans la même salle, dans la Creativity Room à Station F, et ça c'est mardi prochain. Donc soyez bien au rendez-vous si, bien sûr, focussez-vous, refusez les clients espagnols si ce n'est pas vos clients de suite. Mais si ça vous concerne, si ça vous intéresse vraiment, venez prendre des renseignements auprès de moi si vous avez besoin de savoir comment vous inscrire. Et sinon, pour tout le reste des événements, c'est sur le lien de la newsletter qu'on aura dans les commentaires. Merci beaucoup et passez une très belle soirée. Merci Ariel. Merci. Merci.